Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 24 août 2026 et notre chère amie Carol Wilkerson est avec nous. Bon retour parmi nous, Carol. C'est un plaisir d'être avec vous. C'est un plaisir de vous revoir. Nous savons que vous avez subi 2 opérations au cours des 2 dernières semaines. Dites-nous ce qui se passe. Notre public veut savoir comment vous sentez-vous en ce moment. J'ai l'impression d'avoir des yeux bioniques. Je vois avec une netteté que je n'avais même pas à 20 ans. Et à ce titre, ils sont vraiment extraordinaires. Je n'ai pas encore vu tous les résultats de ce qui va se passer. Mon cerveau, comme le chirurgien me l'a expliqué, essaye de s'adapter à ces nouveaux yeux. Et cela prend un peu de temps. Oui, mais c'est bien. C'est une bonne nouvelle, d'ailleurs. Oui, c'est très bien pour moi. Maintenant, probablement encore 1 ou 2 semaines, et je pourrai conduire. Oui, parlons de ce qui se passe, Carol, entre Donald Trump et l'Iran. Vous avez une idée? You know? You have a clue? Oui, seul. You're the only one. Que pensez-vous de la manière dont la guerre se poursuit et se transforme en guerre économique, comme on ne l'avait jamais vu auparavant? Ce n'est pas nouveau pour l'Iran. Cela fait plus de 47 ans qu'il subit des sanctions et une guerre économique, et tout le pays sait comment y faire face, surtout au lendemain d'une guerre ouverte avec les États-Unis et Israël. Pour l'Iran, c'est autre chose. Mais que veulent-ils? Voyez-vous une quelconque stratégie à court terme qui, selon vous, pourrait apporter un bénéfice à l'administration Trump dans ce qui se passe en ce moment? First, Nima, I'm going to put on my historian's hat here. D'abord, Nima, je vais mettre ma casquette d'historien un instant. Ce n'est pas un phénomène nouveau. En fait, on peut très bien soutenir, et certains historiens le font effectivement, surtout ceux qui ne sont pas pris dans la guerre et qui regardent les faits tels qu'ils sont, que les États-Unis ont provoqué le Japon à entrer dans la Seconde Guerre mondiale. Et la manière dont ils l'ont fait ressemble précisément à ce que Donald Trump fait aujourd'hui. Pas précisément, mais dans les grandes lignes. Les politiques que Besant préconise, par exemple, ont vraiment marqué le début des problèmes du Japon. Et elles ont été, à bien des égards, très propices à la guerre qui a suivi, à l'attaque de Pearl Harbor, et ainsi de suite. Je ne parle pas un seul instant des aspects tactiques de ce qui s'est passé. Je parle de la décision du Japon d'entrer en guerre contre les États-Unis d'Amérique, alors que nombre de ses responsables les plus avisés, militaires comme politiques, savaient que c'était un pari énorme. Et comme l'a dit Yamamoto, il était quasiment certain que le Japon perdrait. Malgré cela, ils sont entrés en guerre. Ils y sont entrés parce que nous avions rendu leur situation économique intenable. Ils ne pouvaient tout simplement pas survivre aux embargos que nous leur avions imposés. Et savoir si nous le savions ou non, c'est une grande question historique. Savoir si nous avions compris que nous poussions inévitablement le Japon vers le conflit, c'en est une autre. Je ne suis pas sûr qu'on puisse y répondre avec certitude, mais c'est bien de cela qu'il s'agit ici. Mais ça fonctionne dans les 2 sens. Et je pense que cela joue de façon plus spectaculaire en faveur des Iraniens que de l'Empire. Et ce que je veux dire par là, c'est que leur impact sur notre capacité à soutenir ce conflit, d'un point de vue économique, est bien plus important que notre capacité à influencer l'Iran, surtout avec la Russie et la Chine derrière lui, pour qu'il abandonne le combat, si l'on peut dire, pour des raisons économiques. Voilà donc où nous en sommes aujourd'hui. Les États-Unis n'ont toujours aucune chance de l'emporter sur l'Iran. Et si nous continuons à faire le genre de choses que nous faisons,
nous pourrions pousser l'Iran à une tentative véritablement draconienne. Elle réussirait probablement, au moins en partie, à perturber gravement l'économie mondiale. D'abord, peut-être l'économie régionale, qu'ils ont déjà très bien réussi à affecter, mais surtout l'économie mondiale. Ce ne serait pas un grand saut par rapport à ce qu'ils ont déjà fait, qui a eu un impact sur l'économie mondiale, mais qui jusqu'ici reste plus ou moins supportable. Or, cela prend de l'ampleur et risque de la rendre invivable, ou du moins invivable pour une grande partie du monde, tant sur le plan économique que pour la simple survie. Quand on regarde le Sud global et d'autres populations qui n'ont pas de quoi manger, elles n'auront plus de quoi manger de manière draconienne si l'Iran fait ce qu'il va faire. Et puis il y a les nouveaux développements, les nouvelles évolutions régionales et aussi à certains égards internationales. Il y a la Chine et il y a la Russie. Et vous les voyez adopter une posture différente à l'égard de l'Asie du Sud-Ouest, une posture complètement différente qui se traduit désormais par exemple par des exercices aériens entre la Chine et l'Égypte, ainsi qu'avec d'autres membres de la région de l'Asie du Sud-Ouest qui souhaitent s'y joindre, y compris l'Iran. On a donc maintenant la Chine, et certainement la Russie aussi, mais de manière un peu moins ostentatoire pour la Russie, parce qu'elle est, bien sûr, retenue en Ukraine. Mais on voit désormais la Chine faire des choses qui ne font pas partie de son mode d'action habituel. Et elle ne les fait pas tant parce que la stratégie évolue au jour le jour, même si c'est le cas, mais parce que l'Empire l'y contraint. Et donc, on a maintenant une Chine qui agit de manière bien plus affirmée, en faisant des choses qui disent en quelque sorte « Nous vous garantissons, Washington, que vous ne vaincrez pas ce pays ». Voici, Larry, ce qui a été rapporté par Bloomberg. Comme vous le voyez sur cette image, il est indiqué que les États-Unis n'ont plus que 41 jours de réserve de pétrole brut, le niveau le plus bas depuis 1972, je crois. Le plus bas depuis 72, si je me souviens bien. C'est ainsi que le détroit d'Ormuz exerce son influence. Ce n'est pas seulement le détroit d'Ormuz. Accordez un peu de crédit aux Houthis. Strauss Hussein. Exactement. Et cela va prendre une importance de plus en plus grande, tant que... Vous avez entendu la dernière? Nous avons tellement perdu le contrôle du détroit de Bab el-Mandeb et de cette zone, en général, que les pirates somaliens ont repris leurs activités. Ils opèrent de nouveau. Nous avions, vous savez, la force opérationnelle interarmée combinée, la force opérationnelle interarmée américaine et la force opérationnelle combinée qui incluait même les Chinois. Nous avons effrayé les pirates somaliens. Nous les avons dissuadés. Nous les avons renvoyés à terre où ils faisaient ce qu'ils devaient faire pour gagner leur vie. Maintenant, ils sont de nouveau en mer et ils arrêtent de nouveau des navires parce que c'est la mêlée dans le détroit de Bab el-Mandeb. Il n'y a plus personne pour assurer la sécurité comme auparavant. Et je ne suis pas sûr que vous réussirez à faire venir des forces depuis Djibouti et d'ailleurs, les Chinois, les Français et d'autres, pour déployer une force navale là-bas afin de s'occuper des pirates somaliens, tant que les Houthis font ce qu'ils font. Nous avons donc un double problème, si vous voulez, dans cette zone. Il y a seulement quelques heures, nous avons appris qu'un autre pétrolier avait été pris pour cible dans le nord de la mer Rouge, près des côtes de Yanbu. C'est un port d'Arabie Saoudite. Et les Houthis contrôlent pratiquement tout. Ils contrôlent tout dans le détroit de Bab el-Mandeb. Oui, si l'on pensait que le port d'Eilat en Israël était pratiquement mort avant ça, aujourd'hui, il a un pieu dans le cœur.
Et ce port était très important pour Israël. Pas aussi essentiel que Haïfa, par exemple, mais c'était un port très actif. Beaucoup de marchandises y transitaient. Et il y a aussi beaucoup d'installations militaires de Tzahal. Enfin, je crois qu'il y en a 2 de l'armée de l'air et une des forces terrestres au nord d'Eilat. Elle rencontre désormais des difficultés parce que Eilat est fermé. On ne peut pas rentrer de navires. Aujourd'hui, nous avons appris qu'Asim Munir, le Pakistanais Asim Munir, s'est rendu en Iran pour s'entretenir avec des responsables iraniens, avec le président du Parlement iranien. En gros, ils transmettaient le message des États-Unis à l'Iran. Et ils ont dit que les préconditions restaient les mêmes. Et il y a 2 préconditions, comme vous vous en souvenez. Elles ont été mentionnées dans la dernière déclaration du Conseil suprême de sécurité nationale iranien. Elle évoque tous les fronts, du Yémen à l'Irak, puis au Liban et à la Palestine. Et ce sont là les préconditions et les conditions. Pensez-vous que Donald Trump, en plus d'exercer une pression économique sur l'Iran, envisage toujours de reprendre la guerre après les élections de mi-mandat? Répondre à une question sur l'avenir et sur la façon dont Donald Trump prend ses décisions, c'est impossible. Enfin, on peut spéculer, mais cet homme part dans tous les sens au quotidien. Bon sang, même d'heure en heure. On ne sait jamais ce qui va sortir de sa bouche. On ne sait jamais, au fond, ce que beaucoup de ses disciples, surtout Bessent et Hegseth, vont dire. Et on ne sait jamais quel impact cela aura sur ce qui est en train de se passer. Dans le cas de Hegseth, cela a actuellement un impact considérable sur les forces armées. Beaucoup d'hommes et de femmes au sein des forces armées se posent en ce moment des questions fondamentales. Est-ce que j'obéirais à un ordre que je considère comme immoral, par exemple, ou contraire à l'éthique, ou à un ordre avec lequel je ne suis pas d'accord? Du genre, larguer des bombes sur ces civils, là-bas. Ou faites ceci, ou faites cela. Il y a des conditions propices à la mutinerie qui se développent dans les forces armées, du fait de ce que fait Hegseth, et Trump aussi. Vous remarquez toutes les exhortations et toutes les déclarations qu'il fait chaque fois qu'il est avec des militaires ou qu'il s'adresse à l'armée. La plus grande armée de la planète, bla 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 bla. Eh bien, Hegseth a des problèmes dans les rangs en ce moment. Beaucoup de problèmes dans les rangs. Ce n'est pas seulement le nationalisme chrétien. Ce n'est pas seulement des choses comme Houthi, ni le fait de ne pas recevoir suffisamment de nourriture, d'eau, et ainsi de suite, de ne pas avoir assez de temps de repos. C'est toute cette affaire de Donald Trump et Pete Hegseth, l'un commandant en chef et l'autre son disciple, à la tête des forces armées. Je ne parle pas tant des officiers généraux, des généraux et des amiraux, que des colonels, lieutenants-colonels, commandants, capitaines et des grades civils équivalents dans la hiérarchie. On parle de gens qui se demandent vraiment ce qui se passe, bordel, au sein de leur propre grade et de leur propre armée. Le fait qu'on ait des chefs d'état-major des différentes armées qui sont apparemment en état de mort cérébrale, qui n'en perçoivent pas le moindre signe ou qui le dissimulent et mentent à ce sujet, montre à quel point le commandement des forces armées des États-Unis est défaillant. Et je le pense, ils sont brisés. Mais Hegseth a... Je ne sais même pas s'il a la moindre idée de cela, parce que je soupçonne que ça soit bloqué par ses officiers généraux et d'autres personnes qui se trouvent entre Hegseth et les militaires du rang. Donc, ce qu'il voit quand il va parmi les troupes, ce n'est pas forcément une quelconque opposition, ni la moindre inquiétude. Ce qu'il voit est préparé, comme on disait dans l'armée. On met devant lui les personnes qu'on veut qu'il voie. Et si vous êtes le général responsable, cela vous renvoie une image positive.
Donc tous ces problèmes se développent là où les choses se passent concrètement, sur le terrain. Et soit personne ne les remonte à ceux qui sont au sommet, en particulier au président des États-Unis, soit on lui ment, soit les deux. Résultat, il ne peut pas avoir une vision juste de l'instrument de politique qu'il utilise en ce moment et dont il abuse en ce moment, les forces armées. Pas du tout. Et Hegseth n'est pas prêt de la lui donner, même s'il l'a lui-même. Et maintenant, on a ces énormes problèmes concernant les Noirs qui servent dans l'armée. Par exemple, ce porte-avions qui sera mis à l'eau plus tard devait porter le nom de Dory Miller. Dory Miller était un héros à Pearl Harbor, à bord de l'Arizona. C'était un héros. Il a été décoré par Chester Nimitz lui-même. Ils allaient donner son nom à ce porte-avions. Eh bien, ils ont changé ça. Ils vont désormais donner le nom de Trump au porte-avions. En tout cas, c'est ce qui se dit du côté du Pentagone. Et ça ne plaît pas du tout aux Noirs dans les rangs de l'armée, parce que Dory Miller est un héros pour eux, et il doit l'être. Il devrait être un héros pour la nation. Donc toutes ces choses se produisent, et elles endommagent, si vous voulez, l'instrument que Trump utilise pour mener cette guerre insensée contre l'Iran. Et donc, on entend de plus en plus d'éloges, de plus en plus de déclarations hagiographiques, de plus en plus de louanges envers l'armée, de plus en plus de « nous avons la meilleure armée du monde », blablabla, bla bla, alors qu'elle est en train de s'effondrer sous leurs pieds. Et cette guerre n'aide pas du tout. Ce n'est pas seulement Lincoln, il y a d'autres endroits aussi. Et quand un commandant d'équipe des forces spéciales en Israël ouvre un briefing, comme cela s'est produit récemment, par une prière à Jésus en Israël, alors qu'il y a dans les rangs des personnes qui ne sont pas chrétiennes, des membres de cette équipe de SEAL qui ne sont pas chrétiens, des membres de cette équipe de SEAL qui sont juifs, et qu'il commence par une prière chrétienne, il y a un problème majeur. Et Hegseth ne fait rien à ce sujet, s'il est au courant de quoi que ce soit. Et il en promeut une grande partie. Franchement, Nima, quand je vois les conseils que Hegseth reçoit de sa femme, ainsi que les actes de Hegseth lui-même, je dirais qu'ils sont tous les deux des racistes blancs cachés. C'est ma conclusion. Ils ne peuvent pas l'afficher aussi ouvertement, mais ils peuvent certainement prendre des mesures qui le reflètent. Je pense qu'ils sont tous les deux des racistes blancs cachés. Et nous avons une armée véritablement multiculturelle. Je veux dire, si vous rassemblez une escouade de fusiliers de 10 ou 11 hommes, vous aurez probablement 2 ou 3 religions différentes. Et pas seulement des différences entre méthodistes, catholiques et baptistes. Vous aurez des musulmans, vous aurez des bouddhistes, vous aurez des chevaliers Jedi, vous aurez des athées, vous aurez peut-être même un week-end. Et vous aurez des gens que je qualifierais de chrétiens traditionnels. Mais vous n'aurez pas ce tissu blanc comme lisse, nationaliste chrétien, fondamentaliste et sioniste, dans cette escouade de fusiliers ou dans ce groupe de militaires, quels qu'ils soient, soldats, marins, aviateurs ou marines. Je ne sais donc pas si Hegseth comprend cela. Ce que je sais, c'est qu'il fait tout son possible pour la rendre blanche comme neige. Et il fait tout son possible pour la rendre masculine. Je ne sais pas si c'est le reflet de ce que je viens de dire. Je suppose que oui. Mais c'est aussi extrêmement dangereux pour les troupes multiculturelles, multilingues, multireligieuses et non religieuses que nous avons aujourd'hui, ainsi que pour les officiers qui vont avec. Les officiers qui sont par exemple des catholiques très rigoristes et qui adhèrent à cette idéologie nationaliste chrétienne. Et quand je parle de catholiques très rigoristes, je pense à quelque chose comme l'Opus Dei. Alors vous aggravez et approfondissez considérablement le problème. Donc ce n'est pas une période heureuse pour être dans l'armée en ce moment. Et il utilise cet instrument malheureux
d'une manière vicieuse et meurtrière dans cette guerre. Et quand le général Kane intervient pour faire un point sur ces formidables soldats de l'armée de l'air, ces troupes de l'armée de l'air qui pilotent ces formidables avions, ces B-52, ces B-1 et tout le reste, vous savez, combien de fois faut-il faire ça avant que quelqu'un se doute que vous mentez comme vous respirez? Et je dis ça alors que mon fils en fait partie. Mon petit-fils aîné, en fait partie lui aussi. Bon, il ne vole pas là-bas. Il est à San Diego, je crois, où il fait du travail de formation pour l'armée de l'air. Mais quoi qu'il en soit, il pourrait être là-bas. Voyez-vous le moindre signe que Donald Trump ait tiré des leçons de la guerre? Not a thing. Not a thing. Pas du tout. Pas du tout. La seule chose qu'il a apprise, c'est que ça lui fait du mal. Et il est anxieux. Il est désespérément anxieux d'en sortir. Et il fera à peu près n'importe quoi sur le plan militaire pour s'en sortir. Ça m'inquiète profondément, parce que je sais qu'au Pentagone, certaines personnes parlent d'utiliser une arme nucléaire de faible puissance juste pour envoyer à l'Iran le message que nous en avons beaucoup d'autres, d'où celle-ci vient. C'est une évolution dangereuse. Mais il devient désespéré. Il devient désespéré, tout comme, pour d'autres raisons, Bibi Netanyahou devient désespéré en Israël. Bibi Netanyahu is getting desperate in Israel. Every time I pick up a Haaretz now and read some of the editorials. Chaque fois que je prends Haaretz maintenant et que je lis certains éditoriaux, en particulier, mais aussi certains articles, comme par exemple celui d'hier, sur ce qui se passe en Cisjordanie avec cet appel d'offres qui va totalement à l'encontre de tout ce que la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU prévoyait pour cette zone. Et de ce que nous avons dit, c'est comme si on disait « Allez, allez, on a des terres à vous faire acheter. Elles appartiennent à ce type, faites-le partir. Sa maison est là. Rasez cette maison. Non, ne la rasez pas. Je veux l'occuper. D'accord, prenez sa maison. Dégage de là, mon vieux. » Et puis boum, mort. Oh, laissez-moi vous lire quelque chose. Ça vient d'Ian Williams, qui est président de l'Association de la presse étrangère. Je vais vous le lire. La réactivation du Conseil de paix pourrait bien sûr être liée au candidat dont le nom circule pour remplacer l'actuel secrétaire général, Antonio Guterres, le Bulgare Nikolai Mladenov, qui a coiffé Tony Blair au poteau pour devenir le larbin en chef du Conseil. C'est le Conseil pour Gaza. Cela fait de lui un sérieux prétendant face à l'Argentin Rafael Grossi, célèbre pour diriger l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui n'a plus que quelques mois pour fabriquer un casus belli nucléaire contre l'Iran. Et, dans la grande tradition de l'impartialité, l'ancienne ambassadrice des Émirats arabes unis, Lana Nuseibeh, est sur le point d'entrer dans la mêlée. Elle représente un tout petit pays qui s'est fait un nom comme artisan de paix à la manière de Trump, en attisant des guerres de l'Iran au Yémen, en passant par le Soudan. Il y a un certain réconfort à voir que tous ces réprouvés considèrent que l'ONU vaut la peine de se vautrer dans la boue pour elle. On se demande si l'un d'entre eux a étudié les pensées de Marx, Groucho Marx, bien sûr, et s'est demandé s'il devrait vraiment rejoindre un club dont les critères sont à ce point dégradés qu'il les accepterait comme membres. Voilà où nous en sommes. Et cette organisation, à laquelle Jared Kushner, Tony Blair et d'autres comme eux participent, sert en ce moment de bouclier pendant que Bibi Netanyahou tue entre 20 et 30 Palestiniens par jour. Sans parler de ce qu'il fait en Syrie, qui a mis Erdogan hors de lui. Sans parler de ce qu'il fait au Liban, qui va pousser l'Iran à le frapper de nouveau. Et Trump est impliqué là-dedans. Trump y est jusqu'au cou. Parce qu'il se fait de l'argent avec ça, tout comme Kushner, Witkoff et tous les autres. Tout ça, c'est une affaire d'argent. Il ne s'agit pas des Palestiniens. Il ne s'agit pas d'un État palestinien. Il ne s'agit pas de l'avenir d'Israël ou de la région. Pour Netanyahou, d'un côté, il s'agit d'un Israël plus grand.
Et de l'autre, il s'agit de se débarrasser des Palestiniens pour que ça puisse se produire. Et il s'agit d'argent. Et au bout du compte, pour Donald Trump, c'est l'argent. Jared Kushner et tous les autres, c'est l'argent. Ils veulent de l'argent, toujours plus d'argent. Dieu seul sait quelle somme pourrait les satisfaire. Je ne pense pas qu'aucune somme les satisferait, parce que c'est tout simplement le processus consistant à gagner de l'argent illicite qui les stimule. Et à cet égard, ils ont un très très grand partenaire, Tony Blair. Larry, comment voyez-vous le conflit entre Israël et la Turquie en Syrie? Netanyahou ferait mieux de surveiller ses propos. Je sais qu'Erdogan est, la plupart du temps, un peu une tempête dans un verre d'eau, mais Netanyahou ferait mieux de surveiller ses propos. Il existe un vieux principe des relations internationales, exposé par Fred Hartman dans son livre Relations of Nations. Fred l'appelle la conservation des ennemis, et il le définit ainsi. Un jour, à Newport, il me l'a dit directement. Une nation devrait essayer de ne pas avoir, à un même moment, plus d'ennemis qu'elle ne peut en gérer. Bibi, lui, fabrique des ennemis. Comptez-les, aujourd'hui. Je veux dire, même maintenant, avec les exercices qui se déroulent avec la Chine, je mettrais l'Égypte dans cette catégorie. Et je dirais que ses ennemis, tout autour de ses frontières, ce sont l'Égypte, la Jordanie, l'Irak, l'Iran évidemment, et la Syrie de plus en plus, je pense. Même si Jolani essaye en quelque sorte de naviguer entre les mots, si vous voulez. Je pense que c'est un mal lui aussi. Donc c'est assez intéressant. La Turquie, le Liban, peut-être. Peut-être même d'autres pays secondaires par rapport à cela, comme le Pakistan. Vous savez ce que j'ai entendu hier? Hier, j'ai entendu que la véritable raison pour laquelle l'entente a été constituée, vous êtes prêts pour ça? C'était de s'allier avec l'Iran. Ça a plus de sens pour moi. Ça a plus de sens pour moi. Un rapport a indiqué hier que ces pays, la Turquie, le Pakistan et l'Arabie saoudite, avaient invité l'Iran à faire partie du pacte. Oui, ça faisait partie de la conversation que j'ai entendue. Oui. Et cela a été mentionné par le chef du Conseil de sécurité nationale iranien. Il a dit qu'il voulait que nous, en persan, il dit qu'il voulait que nous confirmions ce pacte. Quand il dit en persan, il voulait que nous le confirmions, parce que je traduis littéralement ce qu'il a dit en anglais. Cela veut dire qu'il voulait que nous soyons avec eux. L'interprétation de ce qu'il a dit est la suivante. Mais nous leur avons dit, dit-il, nous leur avons dit, à l'Arabie saoudite, au Pakistan et à la Turquie, que nous devons connaître chaque détail de cet accord avant d'en faire partie. Donc, nous n'allons pas nous mêler de cette affaire au moment de le signer, sans avoir. Je ne vous en veux pas. Je ne leur en veux pas, vu les circonstances actuelles et vu la duplicité et le caractère peu recommandable de certaines de ces personnes, comme Mohammed Ben Salman. On oublie que c'est un homme qui a ordonné le démembrement d'un être humain en Turquie, Khashoggi. Je serai très prudent dans ma manière de conclure le moindre accord avec MBS. L'autre point qu'il a mentionné, c'est que cela ne concerne pas seulement l'Iran. L'Égypte devrait en faire partie, si l'on veut en faire un véritable accord entre ces pays, des pays musulmans importants. L'Égypte devrait en faire partie. L'Iran devrait en faire partie. C'est quelque chose de nouveau, Larry, pour être honnête. Le monde musulman a été très divisé pendant si longtemps. C'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau. Vous pouvez minimiser cela. Vous pouvez dire qu'ils ne sont pas si importants. Mais au bout du compte, c'est important, parce que ce sont les premiers jours de quelque chose de nouveau qui arrive dans la région. Comment comprenez-vous cela?
Eh bien, c'est intéressant parce que vous dites, à juste titre, que ces divisions et ces schismes remontent à loin. Mais quand je regarde en arrière, et je ne suis pas un expert sur le sujet, je pense au premier empire que les musulmans ont formé et qui a failli prendre l'Europe. On l'oublie parfois. L'une des choses qui les a unifiés, en dehors de Mahomet et des aspects religieux, c'est justement ce qui se passe aujourd'hui. Ils ont compris que les schismes, les divisions, les luttes internes, les haines, les conflits religieux, et ainsi de suite, ne les aidaient pas à gagner. Et quand ils ont fait quelque chose pour y remédier, ils sont devenus vraiment redoutables. Ils ont pris la moitié du putain de monde, du monde connu. Alors il serait temps que quelque chose de ce genre se reproduise, quand on voit les musulmans aujourd'hui. Ça terrorise l'Europe, et je pense que ça effraie aussi Poutine, dans une certaine mesure. Parce que quand il regarde vers le sud, il voit beaucoup de musulmans. Donc ils doivent être, s'ils vont faire quelque chose comme ça, parce qu'on leur impose, parce qu'ils y sont contraints, c'est une chose. Mais s'ils vont faire quelque chose et devenir agressifs à cet égard, alors des gens comme même Erdogan à Ankara, que je considère en quelque sorte comme un pont, pas seulement entre l'Asie et l'Europe, mais aussi et l'Union européenne n'a jamais compris ça. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle ne lui a pas accordé l'adhésion à l'Union européenne. Mais ce pays est un pont et Istanbul le reflète vraiment. C'est un pont, dans une certaine mesure, entre le monde musulman et le monde non musulman. Appelez-le le monde chrétien, si vous voulez. Et nous devons être prudents. Nous devons veiller à ne pas arriver au point de réaliser l'horrible prédiction de Samuel Huntington, selon laquelle un choc des civilisations se produirait et que nous nous retrouverions avec des affrontements monumentaux. Nous n'avons pas besoin de ça, pas à ce stade-ci, alors que la crise climatique, les armes nucléaires et tout le reste rendent déjà les choses assez dangereuses pour nous. Mais il est évident que, comme vous le dites, les choses changent. Et c'est en partie la guerre stupide de Trump qui accélère cela, qui sert de catalyseur à ce changement. Des gens qui ne se parlaient pas se parlent désormais. Des gens qui n'auraient pas conclu d'entente en concluent maintenant, forment des alliances, et ainsi de suite. Ajoutez les Pakistanais là-dedans, et vous obtenez quelque chose de vraiment différent. Parce que vous avez un ensemble très fortement connecté à la Chine, notamment avec les nouvelles routes de la soie et ce que cela fait pour l'Asie centrale. Je ne sais pas, si vous voulez regarder le dossier de National Geographic sur l'Asie centrale, c'est un dossier saisissant. C'est le livre de Frank Pan, La nouvelle route de la soie, en photographie, avec un peu de récit. De Samarcande à Tashkent et partout ailleurs, l'Asie centrale est en pleine effervescence aujourd'hui. Elle est vraiment en train de décoller. Il y a des touristes à n'en plus finir, beaucoup d'Américains, partout. Des trains à grande vitesse, des villes propres, des rues propres. Ne me parlez pas de leurs dictateurs ou de je ne sais quoi. Ce sont aujourd'hui de belles machines économiques, bien huilées et opérationnelles. Et une grande partie de cela, c'est la Chine. Une grande partie de cela, ce sont les fonds fournis par la Chine dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route. C'est là que se trouve l'avenir. Comme je l'ai dit tant de fois, c'est là que se trouve l'avenir. Alors ne faisons pas les choses de travers, au point d'avoir une partie sud qui ne coopère pas et qui ne contribue pas à la réussite de ce que la Chine essaye de faire. Car au fond, ce que la Chine essaye de faire n'est pas belliqueux. Ce n'est pas oppressif, c'est du développement. Et c'est fondamentalement différent de l'approche de l'Empire envers le monde. C'est l'opposé de l'approche de l'Empire américain envers le monde. Et si nous ne comprenons pas ça assez vite, et si nous ne faisons pas quelque chose pour nous y adapter, pas pour le combattre, pour nous y adapter,
alors nous aurons de sérieux problèmes, parce qu'ils vont nous écraser comme un rouleau compresseur. Et vous n'avez pas envie de vous faire écraser si vous êtes là, dans le ventre de la bête, pour ainsi dire, en Iran, en Arabie Saoudite ou dans quelque autre pays qui peine à envisager son avenir. Parce que son avenir ne dépend pas du pétrole ni de ses autres produits qui se sont révélés si peu bénéfiques pour sa population, mais extrêmement profitables pour les quelques élites qui le dirigent. Et j'emploie l'expression « qui le dirige » avec beaucoup de prudence, parce qu'elle ne dirige rien du tout, à part les dollars vers leur propre coffre. Tout cela doit changer. Ça doit changer. J'ai vécu le printemps arabe, le soi-disant printemps arabe. J'ai connu Condi Rice, vous savez, d'abord conseillère à la sécurité nationale, puis secrétaire d'État, qui expliquait que cela allait transformer le Moyen-Orient, et personne ne l'écoutait. Et ils avaient probablement raison de ne pas l'écouter, parce que les conditions n'étaient tout simplement pas réunies pour un mouvement puissant capable de remodeler et de refaçonner la région. Et le principal obstacle à cela était double: Israël dans la région et les États-Unis qui soutiennent Israël dans la région et qui de plus en plus y sont eux-mêmes présents. Eh bien, l'un de ces deux éléments est en train de disparaître. Inévitablement, nous allons partir. Nous allons devoir quitter l'Asie du Sud-Ouest. Israël pourrait partir aussi. La région ne serait-elle pas différente s'il n'y avait pas Israël et s'il n'y avait pas de soldats américains sur le terrain? Ne serait-elle pas différente? Assurément, et dans le bon sens. Ils ne se sont pas jetés à la gorge les uns des autres. Et c'est de cela qu'on parle. Une unanimité qui se développe dans le monde musulman, qui soit bénéfique pour l'avenir plutôt que nuisible à l'avenir. Si le ministre des Affaires étrangères d'Oman avait raison de dire que le véritable problème dans la région, c'est Israël, alors il ajoutait en note de bas de page: lisez aussi les États-Unis, parce que ce sont eux qui mettent Israël en œuvre et qui l'ont créé. Si ces deux éléments disparaissaient, la région ne s'en porterait-elle pas mieux, à moins qu'ils ne se jettent à la gorge les uns des autres après coup? Unless they fall at each other's throats after it happens. Quand je compare la situation actuelle à celle de 2017-2018, quand Donald Trump a décidé de mettre la pression, de se retirer du JCPOA, il avait au fond le même objectif: pousser l'économie iranienne, exercer sur elle une pression jusqu'à l'effondrement, causer des dégâts considérables à l'économie et à la population, et accroître la pression intérieure en Iran. Peut-être que la société déciderait de renverser le soi-disant régime en Iran. Richard Nixon s'est tourné vers le directeur de la CIA, avec Henry Kissinger juste à côté de lui, et il a dit, à propos de Santiago, du Chili et d'Allende, « Faites hurler l'économie. » C'est Donald Trump. Ce n'est pas comme si ça ne s'était jamais produit auparavant. C'est Donald Trump. Ils pensent qu'ils vont faire ça. Ils ont réellement causé de gros dégâts à l'économie chilienne. En fait, on pourrait soutenir que c'était l'une des principales raisons de la chute d'Allende et de ce qu'on a eu ensuite. Ici, ils ne vont pas réussir. Ils ne vont pas réussir. C'est trop grand, trop divers, trop bien soutenu et trop déterminé. Ils ne vont pas réussir. Scott Bessent ferait aussi bien de rentrer chez lui. J'aimerais qu'il rentre chez lui, auprès de son amant à New York. Larry, si je le mentionne, c'est parce que l'Europe n'est plus celle qu'elle était en 2017, vous savez. L'Europe d'aujourd'hui est « Oh, ne m'en parlez pas ». Oh, tell me about it. Look at this. This I picked up just this morning. Regardez ça. Je viens de voir ça, ce matin même. Selon Andy Burnham, le Royaume-Uni donne à Zelensky les plans ultra-secrets des missiles Storm Shadow dans le cadre de l'accord de Trinity House conclu en 2024.
peut-on être plus stupide? Bon, je dois admettre que ça fait partie du paquet de 90 milliards d'euros que l'Union européenne a promis à l'Ukraine. Et je dois admettre que ça ne produira probablement rien à temps pour sauver les fesses de Zelensky. Mais malgré tout, ça montre bien à quel point ces Européens sont décérébrés. Donald Trump a besoin d'eux, d'ailleurs, s'il veut faire pression sur l'Iran. Donald Trump a besoin des Européens. Il a besoin de tous les pays du CCG réunis, parce que ce sont, d'une certaine manière, des pays voisins. Tous ces pays autour de l'Iran. Et nous savons qu'hier, Scott Bessent disait, « Vous savez, en publiant une annonce ou en postant quelque chose sur X, nous allons détruire votre économie. » Aujourd'hui, Donald Trump a dit que l'économie iranienne s'effondre, qu'elle est en train de s'effondrer. Scott Bessent a publié, vous savez, le niveau de l'inflation en Iran, et il a montré comment le dollar, la valeur du dollar, augmente en Iran par rapport à la monnaie iranienne. Comme si, vous savez, pour les gens qui ne connaissent pas l'économie iranienne, c'était quelque chose d'énorme, qui allait tout détruire. C'est la vie quotidienne normale des Iraniens depuis de très très nombreuses années. La même chose s'est produite en Irak, Nima peut-être dans une moindre mesure, et ça a tué énormément de gens. La plupart des reportages sur l'Irak disent que nos sanctions ont tué 500 000 enfants et femmes en Irak, ce qu'elles ont probablement fait, j'en suis presque sûr. Mais c'est la même chose. La première chose qu'il faut comprendre à propos de nos sanctions, c'est qu'elles ne punissent jamais les gens que nous voulons punir. Elles punissent les gens du pays qui essayent simplement de s'en sortir. C'est la première chose qu'il faut comprendre. La deuxième chose qu'il faut comprendre, et je n'en revenais pas l'autre jour, c'est que je crois que c'était Mark Warner, mon sénateur, enfin, l'un de mes sénateurs, Tim Kaine et Mark Warner de Virginie. Il a effectivement dit, en citant un rapport publié il y a peut-être un mois environ, que depuis 1972, les sanctions imposées par les États-Unis d'Amérique à d'autres pays ont tué 38 millions de personnes, dont la plupart étaient des femmes et des enfants. 38 millions. C'est comparable à Mao Zedong pendant la Révolution culturelle. C'est comparable à Staline lors des purges. Bon sang, c'est comparable à Hitler. 38 millions de personnes. Et je n'en revenais pas. J'espère que j'ai raison. J'espère que ce n'était pas une création de l'IA, que c'était bien Mark Warner qui parlait. Et il a dit ce qu'il a dit, parce que c'est la première fois que j'entends quelqu'un en position d'autorité reconnaître à quel point nos sanctions sont meurtrières. Mais pas pour les raisons pour lesquelles nous les imposons. Elles n'ont pas fait tomber Saddam. Elles n'ont pas fait tomber Kadhafi. Elles ne sont bonnes pour personne. Elles ne font que nuire aux habitants du pays. Des gens qui, en règle générale, ne sont pas responsables des actes pour lesquels nous prétendons leur imposer des sanctions. Maintenant, Poutine, c'est un peu différent. La Russie aussi, c'est un peu différent. Nos sanctions ont en fait amélioré et renforcé l'économie de Poutine, parce qu'elles les ont forcés à se diversifier et à s'éloigner des États-Unis. Et quand on se diversifie pour s'éloigner de l'Empire, et qu'on se tourne plutôt vers la plus grande puissance économique sur Terre, on fait quelque chose de positif. Aujourd'hui, on a demandé au porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, comment allez-vous faire face aux nouvelles sanctions et à cette nouvelle guerre économique menée contre votre économie? Il a répondu ceci. Nous jouons aux échecs depuis longtemps. Ces dernières années, nous sommes aussi devenus des joueurs de poker. Et depuis quelque temps, nous jouons une combinaison des deux. Voilà toute la complexité de ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis. Cela dépasse ce qui se joue dans le détroit d'Ormuz, Larry.
et à Bab el-Mandeb. Cela va au-delà. Il y a probablement beaucoup de pression sur l'Iran aussi. Je ne le sais pas de manière certaine, mais il y a probablement beaucoup de pression de la part de la Chine pour qu'il n'aille pas trop loin, parce que ça finira aussi par avoir un impact sur la Chine si ça devient vraiment généralisé et qu'on entre dans une récession mondiale, voire une dépression mondiale. Oui, ça nous mettra à terre. Ça nous fera beaucoup de dégâts. Ça nous fera probablement reculer de 10 ans, voire davantage, et ça fera la même chose à l'Allemagne, à la France et à d'autres pays. Mais cela fera aussi du mal à la Chine. Parce qu'après tout, c'est un peu comme après la Seconde Guerre mondiale, quand nous avions 50% du PIB mondial et que nous pouvions vendre à ces populations qui avaient été si durement frappées pendant la guerre. Nous pouvions les aider à reconstruire leurs économies, mais nous parce que nous produisions des choses pour elles et avec elles. C'est un peu la même chose avec la Chine. Sauf que, dans ce cas, la Chine verrait tous ses clients, pour ainsi dire, probablement touchés, au moins dans une certaine mesure, par la récession mondiale, voire la dépression qui s'ensuivrait, et probablement très fortement affectés par les pénuries de carburant et d'autres choses comme l'hélium, les engrais, et ainsi de suite. Ce serait donc une véritable perturbation pour le modèle de réussite chinois. Il parle donc probablement avec l'Iran, en lui demandant de faire preuve de retenue quant au nombre de cibles qu'il frappe. Cela dit, vous savez, un autre groupe est désormais au pouvoir en Iran. Peut-être un peu plus froid, je ne sais pas. Peut-être un peu moins enclin à écouter la Chine, tant que le soutien continue d'affluer, et plus enclin à faire des choses qui seraient réellement déstabilisatrices, pas seulement pour la région, mais pour le monde. Je pense que la Chine obtient ce dont elle a besoin de ce commerce. Trump l'aura provoqué. Je veux dire, la personne qui porte au final la responsabilité ici, c'est Donald Trump. Désolé, qu'est-ce que vous disiez? Hier et avant-hier, nous avons appris que les pétroliers irakiens se dirigeaient vers la Chine et que l'Iran les laissait passer par le détroit d'Ormuz, rendant ainsi service à la fois à la Chine et au gouvernement irakien. Le principal client de l'Irak, c'est la Chine, son plus gros client. J'utilise parfois ça comme une plaisanterie avec mes étudiants. Je leur dis, vous savez qui reçoit aujourd'hui la plus grande partie du pétrole irakien après qu'on a gaspillé tout ce temps, tout cet argent et toutes ces vies en Irak? La Chine. Larry, est-ce que vous voyez Donald Trump, ou mettons Donald Trump de côté, et son administration? Est-ce que vous voyez Washington, l'establishment, modifier sa stratégie en Asie occidentale à l'issue de cette guerre? Vous avez mentionné Israël. Si vous vous alignez sur Israël, cela veut dire que, selon moi, vous allez vous battre dans les années à venir. Parce qu'ils ont finalement obtenu la guerre contre l'Iran. Les États-Unis s'attaquent à l'Iran et déclenchent une nouvelle guerre en Asie occidentale. Quand on voit ce qui s'est passé, c'est à mon avis énorme. Après l'Irak et l'Afghanistan, revenir encore une fois contre l'Iran, qui n'est pas comparable à l'Irak et à l'Afghanistan. Pas du tout. Et on n'a pas vraiment réussi en Irak ni en Afghanistan. On les a laissés dans un sacré désordre, tous les deux. Et maintenant, on s'occupe de l'Iran et on s'attend à faire mieux. Ça n'a tout simplement aucun sens. C'est même illogique. Ça n'a aucun sens. L'autre jour, je faisais remarquer à quelqu'un que lorsque H.W. Bush était président et que Powell présidait le comité des chefs d'état-major interarmés, H.W. s'est tourné vers Powell et lui a dit « Je veux 25%. Je veux en prendre une part pour le peuple américain. » Les Aspen est arrivé avec Bill Clinton et a dit « Je veux 3% de plus. » Donc, une réduction générale de 28%. Qu'est-ce qu'on pouvait faire à ce moment-là? On a dit à les Aspen « Alors, qu'en pensez-vous, monsieur le secrétaire? »
What do you think, Mr. Secretary? To Les Aspin, and he said, "Well, I think we could do two major Et il a regional dit, eh bien, contingencies. je pense qu'on pourrait gérer deux grandes crises régionales. Iraq, Les modèles, c'était l'Irak et la Corée du Nord. so you know what we said we were Alors gonna vous do? savez ce qu'on a dit qu'on allait faire? I didn't believe this. Vous n'allez pas le I croire. didn't believe it as a military guy. Moi, à l'époque, en tant que militaire, We said we were je n'y gonna croyais win pas non in plus. one, and then On a dit qu'on allait gagner dans l'une, puis avec un pont aérien et un pont maritime, transférer les forces de celle-là, disons la Corée du Nord, vers l'autre, l'Irak, et y gagner aussi. Quand les Aspin et sa bande de dingues se sont heurtés à la réalité, il a dit, bon, d'accord, vous voulez dire qu'on n'a pas vraiment les capacités pour faire ça? Sans tout mettre sous tension, tout casser, et ainsi de suite? Not strain everything and break it and everything. Well, okay, could we do them near simultaneously? Bon, d'accord. Est-ce qu'on pourrait les mener presque simultanément? Et est-ce qu'on pourrait peut-être tenir dans l'un, gagner dans l'autre, puis se redéployer? On s'est plié en quatre pour essayer d'y parvenir. Aujourd'hui, nous avons bien moins de force qu'à l'époque. On a essayé de faire l'Afghanistan et l'Irak presque simultanément. On a échoué sur les deux théâtres, en réalité. On n'avait pas assez de troupes. Qu'est-ce qu'on fait à attaquer l'Iran? Nous sommes moins capables aujourd'hui que nous ne l'étions alors. D'un point de vue militaire, ça n'a aucun sens, Nima. Absolument aucun. Hegseth est le pire secrétaire à la défense, secrétaire à la guerre, ce qui englobe bien davantage, de toute l'histoire du pays. Il est horrible. Il est terrible. In the history of the country. He's horrible. He's terrible. Oui, ma question était la suivante, Larry. Supposons qu'on considère toutes ces guerres ensemble et que la dernière ait été contre l'Iran. Et je suppose qu'avec le temps, Israël en voudra davantage, parce que, comme vous l'avez mentionné, ils font apparaître de nouveaux ennemis. Ce sera la Turquie, ce sera le Pakistan, et un jour ils en arriveront à l'Arabie saoudite, à mon avis. À ce moment-là, ils n'en seront pas si loin. Et c'est pour cela que l'on voit l'Arabie saoudite tellement, je dirais, tellement effrayée par ce qui se passe dans toute l'Asie occidentale, après que l'Iran a détruit des bases américaines dans leur pays. Et aujourd'hui, ils sont pratiquement à nu. Et ils veulent autre chose pour combler ce vide qui s'est créé en matière de sécurité. Mais pour revenir à Israël, aux États-Unis, et à la manière dont les États-Unis ont soutenu l'agenda israélien en Asie occidentale, pensez-vous qu'il soit viable de continuer à laisser Israël, vous savez, provoquer d'une manière ou d'une autre d'autres pays, ou déclencher le conflit, puis entraîner les États-Unis dans ce conflit et mener cette guerre au nom d'Israël? C'est ça, l'agenda. Avec la Turquie, j'imagine que dans un avenir proche, quelque chose de ce genre pourrait se produire. Je pense que nous avons commencé, comme je vous l'ai expliqué au départ, à vous et à d'autres dans des podcasts. Selon moi, cette situation existait et fonctionnait ainsi. Israël était notre chien d'attaque. Je pense que ce qui s'est passé ici, avec Trump et Netanyahou en particulier, mais ça a commencé avec Bush et Ariel Sharon. Ça a commencé là, il n'y a aucun doute. Et peut-être qu'on peut même dire que ça a commencé avec Barack et Clinton, mais ça a certainement commencé avec George W. Bush et Sharon. Quand Bush, en 2004, a dit à Sharon, « C'est fini, c'est terminé, le processus de paix est mort. Faites ce que vous avez à faire. » C'est là que ça a vraiment commencé. Maintenant, ça a changé. Et Netanyahou et Trump ont porté ce changement à son paroxysme. Maintenant, les États-Unis suivent Israël comme un chien-chien, incapable de rompre cette étreinte. Et que fait Netanyahou? Il est tellement obsédé par sa réélection qu'il fait des choses que même son sinistre copain ne ferait pas si cette élection ne le terrorisait pas à ce point. Il risque la prison. Il risque d'être dépouillé de toutes ses richesses. Il risque de ne plus être Premier ministre. Et il risque d'avoir conduit Israël vers une destruction existentielle. Tout cela se produit et nous ne pouvons rien faire parce que désormais, c'est nous qui le suivons. Ce n'est plus nous qui l'utilisons comme chien d'attaque.
Il est devenu le handicap stratégique total que j'avais décrit il y a plusieurs années au National Press Club, mais à une échelle considérable. Et il pourrait même nous entraîner dans un conflit nucléaire. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. On a laissé la situation nous échapper complètement. Et Donald Trump n'est pas entièrement coupable, parce que, comme je l'ai dit, tout a vraiment commencé en grand avec George W. Bush. Mais Donald Trump est largement coupable de ne pas avoir arrêté ça, de l'avoir accepté et de nous avoir conduits sur la route de l'enfer. On peut attribuer une grande part de la responsabilité à Bibi, ça ne fait aucun doute, et une grande part aussi à des gens comme Kushner et Witkoff, qui n'étaient là que pour l'argent, ainsi qu'à Blair. Mais au bout du compte, la responsabilité d'avoir suivi Bibi en enfer revient à Donald Trump. À partir du moment où David Barnea a fait à Trump ce briefing qui allait à l'encontre de ses propres conseillers, notamment J.D. Vance, et lui a dit « Vous pouvez renverser l'Iran en une semaine. Faites simplement ce qu'on vous dit. Nous savons que vous pouvez le faire. » Et Trump l'a fait. Nous avons été les caniches d'Israël. Vous pensez qu'il croit toujours à cet argument selon lequel ils vont peut-être obtenir quelque chose grâce à cette nouvelle politique de guerre économique contre l'Iran? On dirait que Bessent et Trump pensent vraiment que ça va marcher. Je ne sais pas. Je ne suis pas dans le secret de leurs pensées les plus intimes, mais je sais que je les qualifierais tous les deux d'hommes stupides, voire d'imbéciles à certains égards. Stupide et imbécile, ce sont deux choses différentes. Stupide, ça veut dire qu'ils savent qu'ils devraient faire autrement, mais qu'ils le font quand même. Imbécile, ça veut dire qu'ils ne savent même pas qu'ils devraient faire autrement. Je ne mâcherai pas trop mes mots en disant que Trump est imbécile. Je veux dire, ça fait peut-être partie de son narcissisme qui se manifeste vraiment très vite. Je veux dire, vous n'avez pas idée du nombre d'emails que je reçois de gens dans tout le pays, des spécialistes, vous savez, des psychiatres, ce genre de personnes qui travaillent sur ces sujets et qui me disent « Regardez-le, c'est tout ». Ils perdent la tête et ils vont passer en revue tous les différents symptômes et tout ce qu'ils manifestent. Je pense qu'il y a du vrai là-dedans. Je pense qu'il perd la tête. Et il n'y a personne pour lui dire qu'il perd la tête. Encore moins quelqu'un pour lui dire qu'il est remplacé. Ou alors, est-ce qu'il y a une procédure pour ça? À l'approche de ces élections de mi-mandat, ça va être intéressant. Ça va être très intéressant. À mesure qu'il devient de plus en plus désespéré et que le Parti républicain le rejoint dans ce désespoir, il sera de plus en plus intéressant de voir ce qui se passe. Et peut-être que ce sera décisif pour la République s'il en reste encore corps. Aujourd'hui, où que vous regardiez, vous voyez les États-Unis imposer des droits de douane à titre de sanction. Regardez ce que fait le Canada. Faites-leur payer, bébé. Enfin, oui, nous sommes en train de perdre nos meilleurs partenaires commerciaux parce que nous les offensons tellement. Le Mexique et le Canada, surtout le Canada. Ça n'a aucun sens. Non, ça n'a aucun sens. Et il en a pris conscience de manière très très forte. Il riposte vigoureusement. Et apparemment, si je le crois et si je regarde les statistiques qu'il a avancées l'autre jour dans un discours, ça marche pour le Canada. Ils s'en sortent mieux. Chaque jour qui passe, ils s'en sortent mieux parce qu'ils nous défient au lieu de suivre notre ligne. En gros, ils obligent le Canada à laisser les relations avec la Chine. Oui, totalement. Et vous savez, ce serait aussi le cas en Europe si les dirigeants n'avaient pas le cerveau en panne. Mais ils ont le cerveau en panne.
Ils doivent sortir de leur psychose. Il faut un leadership entièrement nouveau en Europe, surtout en Allemagne, en France et en Grande-Bretagne. Il faut un leadership entièrement nouveau pour sortir de la psychose dans laquelle ils sont. On finirait presque par voir Zelensky comme Svengali, Houdini ou je ne sais qui. Tous ces gens sont comme hypnotisés et il les mène par le bout du nez, comme si, vous savez, c'était lui le marionnettiste. Ils doivent en sortir, sinon l'Europe va être à l'arrêt pendant 10 ou 20 ans. Bloomberg a rapporté que le mois prochain, Donald Trump et Xi Jinping tiendront un sommet aux États-Unis. Bloomberg a rapporté que les États-Unis s'apprêtent à imposer des droits de douane de 7,5% sur les produits chinois, invoquant des inquiétudes concernant les capacités de production excédentaires de la Chine avant la rencontre qu'ils vont avoir. Et là, d'un côté, il veut unir le monde entier contre l'Iran, alors qu'on connaît l'importance de la Chine et de la Russie. Il veut, en gros, isoler l'économie iranienne pour la faire s'effondrer de l'intérieur. Et la Chine et la Russie ont déclaré qu'elles n'en feraient pas partie. La Russie, parce qu'elle est elle-même soumise à d'énormes sanctions. La Chine a dit qu'elle n'en ferait pas partie non plus. Et les nouveaux droits de douane vont frapper l'économie chinoise. Le Canada, c'est de la manière dont vous en avez parlé. Je ne sais pas si vous avez entendu Carney expliquer à quel point les États-Unis dépendent du Canada. Voici ce qu'il a dit. La croissance américaine, en fournissant 99% de leurs importations de gaz naturel, 85% de leurs importations d'électricité et 60% de leurs importations de pétrole brut. Je ne pense pas qu'ils souhaitent que nous arrêtions de leur envoyer toute cette énergie. Tout ça, peu importe qui le dit, ne voudrait pas dire grand-chose, Nima. Ce ne serait que des mots qui flottent sur les ondes, sauf pour la Chine, parce que la Chine récupérera tout ça, et même davantage. Donc, ce dont nous parlons, c'est d'un basculement complet chez nos deux partenaires commerciaux les plus importants. Le Canada ouvrant la voie, parce que je pense que Carney est un peu plus intelligent que la femme de Mexico, et sa situation est un peu différente. Enfin, elle est très différente en ce qui concerne son pays par rapport au Mexique. Mais en même temps, tout bascule vers la Chine, et la Chine devient l'acheteur et le soutien du Canada, un membre de l'OTAN, aux dépens de qui? De l'Amérique. Et Donald Trump a tout fait. And Donald Trump did it all. The Asian scholar who wrote an article about L'universitaire asiatique qui a écrit un article sur le Japon et l'Ukraine et qui a employé cette terminologie était très perspicace. Il a dit « L'Ukraine a aboyé contre la Russie et regardez ce qu'elle a obtenu. Le Japon a aboyé contre la Chine et regardez ce qu'il a obtenu. Et qui leur a appris à aboyer? Devinez qui? Washington. Aujourd'hui, ils souffrent tous les deux énormément. L'Ukraine à cause d'une guerre sanglante dont elle ne peut pas sortir et qui va en grande partie la détruire. Et le Japon, avec l'effondrement du yen, et de vrais problèmes parce qu'il a essayé de traiter avec la Chine de manière agressive à coup de droits de douane. Et la Chine lui a rendu l'appareil. Donc si vous allez aboyer, assurez-vous de le faire pour vos propres raisons et non pour l'Empire. Make sure you're barking for your own reason and not for the empire. Je dirais que quelque chose de similaire se passe en Asie occidentale. Yeah, you're right. You're right. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Oui. J'attends de voir. Lula n'avait pas aboyé du tout. Maintenant, l'Argentine aboie comme un caniche dans une boutique, vous voyez. Mais le Brésil n'avait pas aboyé du tout. En fait, s'il y a bien une chose à dire, c'est que le Brésil est plutôt resté en retrait à regarder tout ça se produire, en faisant quelque chose comme acheter du soja à la Chine, ou la Chine achetant du soja au Brésil. Mais j'attends qu'il se passe quelque chose de formidable concernant le Brésil.
Peut-être qu'il garde simplement ses cartouches au sec. Peut-être que ses ennemis intérieurs sont si importants qu'il n'a pas le temps de s'occuper de politique étrangère. Mais il pourrait l'être. Je continue de penser que le Brésil est le pays de l'hémisphère occidental qui pourrait survivre à tout ça et en ressortir bien plus puissant, à la fois sur la scène internationale, en matière de relations internationales et de politique étrangère, mais aussi sur le plan économique. Il a la taille, il a la population, il a les ressources naturelles, il a tout. S'il avait simplement une direction stable sur la durée. Vous savez, c'était le problème de l'Argentine. Ils ont tout simplement jamais réussi à avoir une direction stable. Ils avaient un bon dirigeant, puis une série de connards. Ils avaient un bon dirigeant, et on ne peut pas faire comme ça. Il faut au moins une forme de direction correcte et durable pour s'établir, puis avoir la force de tenir, même pendant les périodes de mauvaise direction. Et bien sûr, ils ont eu l'affaire de Cordoba. L'Argentine a toujours eu ça. Ne pleure pas pour moi, Argentine. Mais le Brésil est un pays différent. J'ai été très impressionné par les diplomates brésiliens qui sont venus nous aider à São Paulo sur l'affaire cubaine. Des gens très impressionnants. Le Brésil a diversifié son économie. À mon avis, c'est l'élément qui fait sa force. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, le Brésil commerce davantage avec la Chine qu'avec les États-Unis. Et il y a aussi ceci. Imaginez les BRICS en 2009. Ils envisageaient de rejoindre les BRICS et de contribuer à les façonner. À l'époque, personne ne parlait des BRICS et personne ne savait ce que c'était. Oui, ils vont maintenant organiser en Inde, ce qui sera probablement l'un des sommets les plus importants au monde. Oui, en septembre, je crois. C'est pour très bientôt. En septembre, exactement. Si je ne me trompe pas, le 17 septembre, ils seront là et ils en parleront. Tout tourne autour de ça, Larry. Tout tourne autour des sanctions. Tout tourne autour de ce dont nous parlons dans cet entretien. Et ils... Je pense qu'ils voient, même Modi, il ne le dira peut-être pas publiquement, mais je pense qu'il voit très positivement ce que fait la Chine dans cette dernière étape de prise de contrôle de l'économie mondiale, notamment sur le plan financier. Parce qu'il ne voit pas la Chine comme une bête prédatrice, comme il nous voit aujourd'hui. Nous utilisons les sanctions comme un outil pour les frapper. La Chine, elle, n'utilise même pas les sanctions. Oui, elle peut vous imposer un droit de douane ou faire quelque chose dans le domaine commercial. Mais, en règle générale, c'est en réponse à ce que vous avez fait. Ce n'est pas la politique de la Chine. Ce n'est pas sa politique de premier plan. Vous leur faites quelque chose, ils vous le rendent. Ils appliquent la réciprocité, si vous voulez. Mais normalement, ils ne vont pas initier cela. Ce qu'ils font, c'est développer. Tout le long de ces berries, ils développent. Que ce soit des havres, des ports ou de l'industrie, ils développent. Et je vois la même chose se produire au Pakistan. Oui, oui. D'une manière ou d'une autre, ils se rapprochent de la Chine. Qui ne le ferait pas? Enfin, on vous donne deux choix. Vous pouvez être bombardé ou sanctionné. Oui. Ou alors, vous pouvez prendre de l'argent, enfin vraiment beaucoup d'argent, et vous développer. Et vous pouvez donner à la Chine une petite part du gâteau en le faisant, parce que c'est à peu près tout ce qu'ils demandent, en réalité. Et cette histoire qu'on nous sert par la propagande, oh, si les Chinois arrivent, ils vont prendre le contrôle. Ils vont prendre le contrôle. Oui, ils ont un peu essayé ça en Afrique, en envoyant énormément de Chinois cultiver la terre au lieu de laisser les Africains le faire. Mais ils ont compris assez vite que ce n'était pas la bonne manière de faire.
Ça crée plus d'antagonisme que ça n'aide. Alors ils ont arrêté. Ils ont appris. Oui, merci beaucoup Larry d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir d'être avec vous. Je suis tellement heureuse de vous retrouver. Ça fait plaisir de pouvoir vous voir. L'opération de l'œil s'est bien passée. Vous êtes de retour. Vous êtes si heureux. Et nous sommes tellement heureux de vous voir comme ça. Eh bien, je suis heureux d'être de retour, aussi longtemps que ça durera. Prends soin de toi. Merci beaucoup. Prends soin de toi. À très bientôt. Sois sage.